Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à Hamlet. Il s'agit d'une pièce de théâtre de William Shakespeare publiée en 1603. Francisco est en faction devant le château. Bernardo le rejoint pour prendre la relève. Horatio et Marcellus viennent rejoindre Bernardo. Marcellus interroge Bernardo à propos d'une vision qu'il aurait pu avoir cette nuit. Pour le moment, Bernardo n'a rien vu. Bernardo et Marcellus ont déjà par 2 fois eu une vision. Marcellus a invité Horatio pour qu'il assiste lui aussi à la vision. Bernardo commence à raconter ce qu'ils ont vu quand le spectre fait son apparition. Il ressemble au roi qui est décédé récemment. Horatio lui demande qui il est, mais le spectre ne répond pas et il finit par partir. Pour Horatio, le spectre ressemble fortement au roi décédé. Selon lui, c'est le présage de catastrophes dans l'État. Marcellus a remarqué que l'on fait des préparatifs de guerre et il demande pourquoi on agit ainsi. Horatio explique que le roi Hamlet a eu un combat avec Fortinbras de Norvège. En gagnant le duel, le roi Hamlet a aussi gagné les terres de Fortinbras de Norvège. Le fils de ce dernier, que l'on appelle le jeune Fortinbras, a enrôlé des personnes dans le but de récupérer les terres de son père. Le spectre réapparaît. Horatio veut lui barrer le passage et le forcer à lui parler. Rien ne fonctionne et le spectre part au lever du jour. Horatio veut raconter sa vision au jeune Hamlet, car peut-être que le spectre parlera avec son fils. Alors que la période de deuil n'est pas encore passée, le nouveau roi s'est marié avec l'épouse de l'ancien roi qui était son frère. Le roi dit que le jeune Fortinbras continue de leur réclamer les terres de son père et qu'il espère que l'empire du Danemark sera fragilisé à cause de la mort du roi Hamlet. Le nouveau roi a écrit au roi de Norvège, qui est l'oncle du jeune Fortinbras, au sujet de ce que prépare son neveu. Il envoie Cornelius et Voltimand apporter le prix. Laërte demande au roi l'autorisation de revenir en France. Son père lui a donné l'autorisation bon gré mal gré. Le roi la lui donne aussi. Hamlet vient et porte encore le deuil de son père. Le roi et la reine lui reprochent. Hamlet dit qu'il ne peut pas feindre un autre sentiment. Le roi pense qu'il n'est pas bien de se sentir affligé trop longtemps d'une mort et qu'il est naturel de mourir génération après génération. Le roi voudrait qu'Hamlet reste ici et ne parte pas aux écoles de Wittenberg. Quand il est seul, Hamlet se désespère de la mort de son père qui a eu lieu 2 mois auparavant. Il dit qu'1 mois plus tard, sa mère s'est mariée avec son oncle alors que la période de deuil n'aurait pas dû être finie. Il pense à se suicider, mais le suicide n'est pas autorisé par Dieu. Horatio, Bernardo et Marcellus entrent et vont voir Hamlet. Horatio a quitté Wittenberg pour assister aux funérailles. Hamlet pense qu'il est venu pour assister aux noces de sa mère. Horatio raconte à Hamlet ce qu'il a vu ainsi que l'expérience de ses 2 camarades. Hamlet veut aussi veiller cette nuit même pour voir son père. Le schéma familial est le même. Nous avons un prince qui est né d'un roi et d'une reine. Dans la pièce, Hamlet est né de la reine Gertrude et du roi Hamlet. Dans le dessin animé, Simba est né du roi Mufasa et de la reine Sarabi. Jusqu'au lever du soleil, c'est le tien. Viens, réveille-toi! L'oncle d'Hamlet s'appelle Claudius, l'oncle de Simba s'appelle Scar. Tout comme dans la pièce, Scar souhaite être roi à la place de son frère. Soyez prêts pour la chance de votre vie, quand la gloire couronnera ma tête. Soyez prêts, serez le roi. Suivez-moi. Scar, comme Claudius, se plaint d'une douleur qu'il ne doit pas ressentir. Monte sur le trône, sachant que malgré notre infinie douleur, nous nous relèverons. À la suite du décès de son père, Simba ressent de la mélancolie. Hamlet ressent les mêmes sentiments lors du deuil de son père. Hamlet aurait dû devenir roi suite au décès de son père. Simba aurait dû succéder à son père et devenir roi.
Prosterne, c'est je me prosterne. Et puis arrête, rien ne te dit que c'est le roi. T'es le roi, va. Les bagages de Laërte sont prêts. Il parle à sa sœur Ophélia. Il ne faudrait pas qu'elle prenne au sérieux les avances d'Hamlet. Même si Hamlet l'aimerait véritablement, il ne pourra pas l'y poser, car Hamlet n'est pas libre de décider de sa vie. Ophélia dit qu'en plus de lui donner des conseils, il serait bien que Laërte les applique lui-même à sa vie. Polonius, qui est le père de Laërte et d'Ophélia, entre et il pousse son fils à monter sur le navire. Il donne plusieurs conseils à son fils avant qu'il ne s'en aille. Polonius interroge Ophélia au sujet des tête-à-tête qu'elle a eus avec Hamlet. Elle dit qu'Hamlet ne lui porte que de l'affection. Polonius pense qu'Ophélia ne voit pas clairement la situation car elle est vierge. Comme Laërte, Polonius lui dit de ne pas se fier aux sentiments d'Hamlet et de passer son chemin si Hamlet voudrait lui parler. Pour voir son père, Hamlet a rejoint Horatio et Marcellus. Ils entendent du bruit. C'est le roi qui est en pleine débauche. C'est apparemment la coutume du pays, mais Hamlet réprouve ce comportement. Le spectre vient. Hamlet veut qu'il parle et il lui pose des questions. Le spectre fait signe de le suivre. Hamlet veut le suivre même si Horatio lui dit que cela peut être dangereux. Hamlet accepte de prendre le risque car sa vie ne vaut pas grand-chose. Il se dégage des mains d'Horatio et de Marcellus et il suit le spectre. Marcellus et Horatio décident de le suivre. Simba a une vision de son père, tout comme Hamlet a une vision de l'ancien roi. Tu m'as oublié. Non, jamais. Tu me tuais. Tu es mon fils. Et c'est toi. Le fantôme parle à Hamlet. L'âme de son père est condamnée à errer et à souffrir tant qu'une personne n'aura pas tué son meurtrier. On a fait croire qu'il a été tué suite à une morsure de serpent. L'actuel roi a profité d'une de ses siestes pour lui verser du poison dans l'oreille. Son père lui dit de ne pas avoir de projet hostile contre la reine. Le spectre sort. Hamlet veut obéir à son père. Horatio et Marcellus arrivent. Ils veulent savoir ce qu'a appris Hamlet. Ce dernier ne veut rien leur dire. Même après la promesse d'Horatio et de Marcellus de se taire, Hamlet ne leur dit rien. Hamlet leur fait promettre de ne rien dire aux autres à propos de ce dont ils ont été témoins cette nuit-là. Hamlet et le spectre les font jurer sur l'épée d'Hamlet. Si Hamlet se conduit bizarrement, ils ne doivent faire aucune allusion au fait qu'il pourrait savoir quelque chose. Claudius a empoisonné le roi Hamlet, Scar assassine son frère. Longue vie au roi. Polonius envoie Reynaldo en France afin qu'il donne de l'argent et des billets à Laërte. Reynaldo devra en profiter pour surveiller Laërte. C'est en lançant des rumeurs sans en avoir l'air que Reynaldo pourra connaître des vérités. Reynaldo sort et Ophélia entre. Elle dit à son père qu'Hamlet est rentré dans sa chambre. Il était mal habillé et il a eu un comportement étrange. Il lui a fait peur. Polonius pense qu'Hamlet est fou d'amour pour Ophélia. Comme Ophélia le lui avait promis, elle s'est tenue loin d'Hamlet. Polonius pense que ce manque a causé la folie chez Hamlet. Polonius décide d'aller parler de ceci au roi. La reine et le roi ont fait appeler Rosencrantz et Guildenstern, qui sont des amis de jeunesse d'Hamlet. Le roi et la reine disent qu'ils trouvent qu'Hamlet a changé et ils veulent que les deux amis sachent ce qui met Hamlet dans cet état. Ils acceptent. La reine les fait conduire avec sa suite vers son fils. Polonius vient dire la nouvelle au roi, mais il veut laisser la parole aux ambassadeurs Voltimande et Cornelius. Le roi de Norvège a dit à son neveu Fortinbras d'arrêter la guerre contre le Danemark et son neveu s'est soumis à cet ordre. Le roi de Norvège demande un droit de passage sur les domaines pour passer en Pologne pour y faire la guerre avec l'armée soulevée par son neveu. Le roi dit qu'il s'occupera de cette affaire plus tard. Polonius expose la cause de la folie d'Hamlet. Il s'agirait de l'amour qui lie sa fille à Hamlet. Polonius lit un poème qu'Hamlet a écrit à Ophélia. Pour Polonius, la folie d'Hamlet provient de l'éloignement que Polonius a provoqué en disant à sa fille de se tenir loin d'Hamlet. Pour vérifier si c'est vraiment Ophélia qui met Hamlet dans cet état, Polonius propose de faire rencontrer Ophélia avec Hamlet quand ils se promènent dans la galerie. Polonius, le roi et la reine se cacheront derrière une tapisserie et entendront la conversation. Hamlet vient. Polonius veut l'interroger et il fait se cacher le roi et la reine.
Hamlet ne reconnaît pas Polonius et il fait des phrases sans sens. Entre Rosencrantz et Guildenstern, il rencontre Polonius et Hamlet. Hamlet les reconnaît. Il leur demande qu'est-ce qui les a fait venir au Danemark qu'il compare à une prison. Ils disent qu'ils sont venus pour le voir. Hamlet comprend qu'ils sont là car on les a envoyés chercher. Il dit que depuis quelque temps, il a perdu sa gaieté pour une raison inconnue et qu'il voit tout en noir. Rosencrantz lui dit qu'il a accosté les comédiens en route. Ce sont des tragédiens de la cité qu'Hamlet aimait tant. Hamlet dit qu'il est fou seulement de temps en temps. Polonius entre. Les comédiens le suivent. Hamlet demande au premier comédien de lui réciter des tirades au sujet de la chute de Troie et de la mort du roi et de la reine de Troie, Priam et Hécube. Hamlet recommande à Polonius de bien traiter les comédiens. Hamlet demande au premier comédien de jouer demain soir le meurtre de Gonzague. Cette pièce sera un peu modifiée par Hamlet. Les acteurs sortent avec Polonius. Rosencrantz et Guildenstern sortent. Hamlet parle seul. Hamlet est décontenancé par le jeu d'acteur du premier comédien. Cet acteur est capable de faire croire qu'il a de l'émotion et de la faire ressentir à autrui alors qu'il ne joue qu'un rôle et qu'il est indifférent au personnage qu'il joue. Si ce comédien était sujet aux mêmes douleurs qu'Hamlet, il serait capable d'insuffler de fortes émotions au spectateur. Hamlet est incapable d'agir ainsi. Hamlet veut réécrire un passage de la pièce car il a entendu dire que des coupables avouaient leur forfait après en avoir vu une représentation. Il espère attaquer la conscience du roi. Rosencrantz et Guildenstern peuvent représenter grossièrement Timon et Pumba. En amenant des comédiens à Hamlet, ses amis espèrent lui remonter le moral. La philosophie de vie de Timon et Pumba, Hakuna Matata, est aussi là pour remonter le moral de Simba. On ne revient jamais en arrière. Et Ah, Matata! Ça veut dire pas de soucis! Hakuna Matata. Hakuna Matata. Rosencrantz et Guildenstern disent au roi et à la reine qu'ils n'ont pas réussi à déterminer la cause de la folie d'Hamlet. Le roi et la reine sont conviés à écouter la pièce de ce soir. Le roi recommande de continuer de stimuler Hamlet. Le roi dit à la reine de partir, car lui-même et Polonius vont se cacher et faire rencontrer Hamlet et Ophélia. Hamlet se demande s'il doit se suicider ou non avec sa phrase « être ou ne pas être, telle est la question ». Le suicide lui permettrait de chasser la douleur, mais sa conscience met fin aux tentatives. Il voit Ophélia. Elle veut lui rendre des souvenirs. Il nie lui en avoir donné. Ophélia parlait des paroles. Hamlet lui dit qu'il l'aimait puis qu'il ne l'aimait pas. Il recommande à Ophélia d'aller au couvent pour qu'elle ne soit pas nourrice de pécheurs et de laisser son père enfermé chez lui. Les femmes changeraient les hommes en monstres. Hamlet ne veut plus que les mariages aient lieu. Hamlet sort. Ophélia se lamente car Hamlet a perdu la raison. Le roi et Polonius sortent de leur cachette. Le roi dit que ce n'est pas l'amour qui a rendu fou Hamlet. Il veut l'envoyer en Angleterre en espérant que sa folie passera. Polonius préconise que la reine parle à Hamlet après la pièce pour essayer de découvrir la source du problème avant de l'envoyer en Angleterre. La rencontre entre Hamlet et Ophélia peut se retrouver grossièrement dans la relation entre Simba et Nala. Je suis heureux. Hey, bonheur qu'est-ce de que te c'est que ce cirque? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ce que je fais ici? Or, il faut que je me concentre. Tu la connais, elle te connaît, mais lui, elle veut... Oui, Scar nous a parlé du troupeau. Hamlet fait des recommandations au premier comédien pour qu'il dise sa tirade correctement. Apprenant que la reine et le roi vont bientôt être là, il envoie Polonius, Rosencrantz et Guildenstern presser les comédiens. Hamlet va au Horatio. Après l'avoir loué, Hamlet lui demande de regarder le roi pour voir quel effet provoquera la pièce sur lui. Hamlet a mis au courant Horatio des circonstances de la mort de l'ancien roi. Entre le roi, la reine, Polonius, Ophélia, Rosencrantz et Guildenstern. Hamlet fait semblant d'être fou et il fait des phrases sans sens. La reine invite son fils à venir s'installer à côté d'elle, mais il préfère s'installer auprès d'Ophélia. Il lui fait plusieurs fois des avances saugrenues. Il semble à Hamlet que cela ne fait que 2 heures que son père est mort, alors que cela fait 2 fois 2 mois. La scène se joue et elle est la réplique de ce qu'il s'est passé dans l'entourage d'Hamlet. Le roi s'enquiert de la pièce. Hamlet répond que c'est une œuvre infâme et que cela ne devrait pas les toucher car ils ont la conscience libre.
Au moment de la représentation de l'empoisonnement, le roi sort avant la fin de la pièce, ce qui met fin à celle-ci. Horatio et Hamlet ont remarqué le comportement du roi qui révèle qu'il est bien coupable. Guildenstern et Rosencrantz viennent dire à Hamlet que le roi est indisposé à cause de la colère et que sa mère voudrait le voir. Guildenstern et Rosencrantz lui posent encore des questions sur son état auxquelles Hamlet ne répond pas. Hamlet pousse Guildenstern à jouer de la flûte, qui est un instrument que Guildenstern ne connaît pas. Hamlet lui dit qu'il est aussi facile d'en jouer que de mentir. Il y a un parallèle entre les informations que Guildenstern et Rosencrantz tentent de lui soutirer et le fait de jouer de la flûte. Polonius vient chercher Hamlet pour le conduire auprès de sa mère. Hamlet fait semblant de délirer en attribuant des formes d'animaux aux nuages. Il lui dit qu'il ira voir sa mère tout à l'heure car il est fou en ce moment. Hamlet veut être dur en parole envers sa mère, mais il ne veut pas se laisser emporter. Le roi veut qu'Hamlet parte en Angleterre avec Rosencrantz et Guildenstern, car la folie met en péril la sûreté de l'Empire. Le roi les envoie se préparer. Polonius entre et dit au roi qu'Hamlet va parler à sa mère. Polonius va se cacher derrière une tapisserie et écouter la conversation. Le roi se sent coupable du meurtre de son frère, mais il ne veut pas se défaire de ce qu'il a pris, c'est-à-dire de sa couronne, de sa puissance et de sa femme. Il se met à genoux et il prie. Hamlet entre et voit son beau-père en train de prier. Il pourrait le tuer, mais il pense qu'en faisant cela, il l'enverra au ciel. Il pense à le tuer plus tard. Il part. Polonius se cache chez la reine. Hamlet vient la voir. Elle lui reproche d'avoir offensé son beau-père. Il lui reproche d'avoir offensé son père. Hamlet veut montrer à sa mère ce qu'elle est vraiment. La reine pense qu'Hamlet veut le tuer et elle crie au secours. Polonius réagit et Hamlet donne un coup d'épée dans la tapisserie pensant que le roi était caché derrière. Il dit ce qu'il reproche à sa mère qui ne paraît pas comprendre. Il lui montre les deux tableaux représentant les deux maris et il fait l'éloge de son premier mari et un mauvais portrait du second. Ce discours fait souffrir la reine. Hamlet voit le spectre entrer dans la pièce. Hamlet lui parle, mais la reine ne le voit pas. Le spectre est là pour augmenter la volonté d'Hamlet de tuer le roi et aussi pour qu'Hamlet soit plus doux avec sa mère. Le spectre sort. La reine pense qu'Hamlet est fou. Hamlet dit à sa mère de se repentir et d'aller vers la vertu. Il est désolé de la mort de Polonius et accepte de recevoir la mort pour avoir tué cet homme. Hamlet lui révèle que sa folie n'était pas réelle mais une ruse. La reine dit qu'elle ne le dira pas à son mari. Hamlet sort de la pièce en entraînant le corps de Polonius. La reine raconte au roi le meurtre de Polonius par Hamlet. Le roi a peur que lui-même et la reine soient portés responsables de l'acte d'Hamlet en l'ayant laissé libre. Le roi veut faire embarquer Hamlet au plus vite. Il envoie Rosencrantz et Guildenstern le chercher et il leur dit de cacher le corps à la chapelle. Le roi amène la reine vers des amis les plus sages pour décider de la marche à suivre. Guildenstern et Rosencrantz retrouvent Hamlet. Ils veulent savoir où Hamlet a caché le cadavre. Il ne leur dit pas. Il les compare à des éponges car ils absorbent les grâces du roi, ses récompenses et son autorité, et après que le roi les aura pressés, ils seront de nouveau secs. Hamlet demande à être conduit auprès du roi. Guildenstern, Rosencrantz et Hamlet rejoignent le roi. Ce dernier questionne Hamlet pour savoir où est le corps de Polonius. Hamlet lui dit tout d'abord qu'il est quelque part où il ne mange pas, mais où il est mangé. Il dit ensuite qu'il est au paradis ou en enfer. Il finit par dire que le corps se situe vers l'escalier de la galerie. Le roi dit à Hamlet l'urgence de partir sur un navire. Hamlet semble d'accord. Le roi envoie Guildenstern et Rosencrantz attirer Hamlet sur le bateau. En réalité, le roi a envoyé un message au roi d'Angleterre pour qu'il mette à mort Hamlet. Il espère se sentir mieux une fois Hamlet mort. Claudius paraît avoir de bonnes intentions en envoyant Hamlet en Angleterre. Or, il envoie son neveu à la mort. Scar envoie par 2 fois son neveu à la mort en l'envoyant au cimetière des éléphants ou dans la gorge où un troupeau passera. Surprise pour toi. Ouah, qu'est-ce que c'est? Mais si je te le dis, ce ne sera pas aller le chercher. Je viens. Non. Non, tu pourrais travailler ton petit rugissement. Fortinbras est en Danemark. Il donne l'ordre à un capitaine d'aller voir le roi et de lui demander l'autorisation de passer sur les terres.
entre Hamlet, Rosencrantz et Guildenstern. Hamlet interroge le capitaine sur ce qu'ils sont en train de faire. Le capitaine lui dit qu'ils ont l'intention d'aller faire la guerre en Pologne pour conquérir une terre qui a peu de valeur. Hamlet fait un parallèle entre les hommes qui sont prêts à se battre pour pas grand-chose et lui-même qui n'arrive pas à se venger alors que le motif est bien plus important. Il s'exhorte à avoir des pensées sanglantes. Horatio parle à la reine d'Ophélia qui sait que la disparition de son père est liée à une fourberie. La reine demande à voir Ophélia. Quand elle vient, on s'aperçoit qu'elle a perdu la tête. Elle chante des vers tout en sachant que son père est mort et enterré. Elle sort. Le roi recommande à Horatio de surveiller Ophélia. Le roi attribue la folie d'Ophélia à la mort de son père et au départ d'Hamlet. Le corps de Polonius a été secrètement enterré. Le frère d'Ophélia est revenu de France et il entend des ragots au sujet de la mort de son père qui serait due au roi et à la reine. Du bruit se fait entendre. La population veut que Laërte devienne roi. Laërte entre, laisse une foule de Danois à la porte et veut parler au roi. Il lui demande où est son père. Laërte apprend que son père est mort, mais pas par la main du roi. Laërte veut se venger. Ophélia entre, toujours en proie à la folie et en chantant. Elle apporte des fleurs et des plantes qu'elle offre à son frère, au roi et à la reine. Elle s'en va. Le roi recommande à Laërte d'attendre qu'il lui donne la version des faits avant que Laërte n'applique sa vengeance. Un matelot vient apporter une lettre d'Hamlet à Horatio. Hamlet a été enlevé par des pirates. Des lettres d'Hamlet sont adressées au roi. Il a écrit à Horatio de venir le voir pour qu'il révèle un secret sur Rosencrantz et Guildenstern. Horatio conduit les marins auprès du roi et les presse à le conduire auprès d'Hamlet. Le roi s'apprête à dire la vérité à Laërte. Ce dernier lui demande pourquoi il n'a pas fait de poursuite envers l'assassin. Le roi lui dit qu'il ne l'a pas fait car sa femme est liée à son fils et qu'il ne voudrait pas la perdre. Il lui dit aussi que c'est parce que le peuple a de l'attachement envers le coupable. Un messager vient apporter les lettres d'Hamlet au roi. Hamlet dit qu'il est au Danemark et il demande à voir le roi le lendemain et seul. Laërte veut se venger. Le roi voudrait la mort d'Hamlet et faire passer celle-ci pour un accident. Le roi dit qu'Hamlet est jaloux des prouesses de Laërte à l'épée dont l'éloge a été faite par un Normand venu au Danemark. Pour le pousser au combat, le roi rappelle à Laërte la mort de son père. Le plan du roi est d'attirer Hamlet dans la chambre de Laërte et de proposer un duel. Hamlet prendra un fleuret tandis que Laërte prendra une épée non mouchetée. Laërte prévoit de mettre du poison sur son épée. Le roi a pour idée de faire un pari sur les coups portés par l'un et par l'autre. Il veut préparer une coupe dans laquelle il aura versé du poison qui sera destiné à Hamlet pendant le combat. La reine vient et elle apprend aux deux hommes la mort d'Ophélia. Suite à un accident, elle s'est noyée avec les plantes et les fleurs qu'elle avait cueillies. Cette mort donne un nouvel élan de rage à Laërte. Le roi et la reine le suivent. Deux paysans parlent ensemble. Ophélia sera enterrée dans une sépulture chrétienne alors qu'elle semble s'être suicidée. Le premier paysan pose une énigme au second paysan et lui dit « Quel est celui qui bâtit plus solidement que le maçon, le constructeur de navires et le charpentier ?» Le deuxième paysan répond « Le faiseur de potence, car cette construction-là survit à des milliers d'occupants. » Le premier paysan répond qu'il s'agit du fossoyeur. En effet, les maisons qu'il bâtit durent jusqu'au jugement dernier. Hamlet passe avec Horatio tandis qu'un paysan est en train de creuser la tombe en chantant, ce qui choque Hamlet. En piochant, le paysan fait voler un crâne. Hamlet se demande à qui était ce crâne et il est attristé du sort des corps après la mort. Un autre crâne vole et Hamlet imagine la vie de cet homme. Qu'importe que la personne ait eu un rôle important dans la vie, son corps est traité de la même manière que les autres. Hamlet demande au paysan qui est dans cette fosse. Le paysan lui répond lui-même. Quand Hamlet lui demande pour qui il creuse cette tombe, le paysan lui répond que c'est pour une créature qui était une femme. Le paysan dit être fossoyeur depuis que le roi Hamlet a vaincu Fortinbras, ce qui correspond à la date à laquelle est né le jeune Hamlet, qui est devenu fou et qui a été envoyé en Angleterre. Le paysan n'explique pas la raison de la folie d'Hamlet. Le fossoyeur dit qu'un corps met 8 ou 9 ans avant de pourrir. Il montre un crâne enterré il y a 23 ans. L'homme s'appelle Yorick et il était bouffon du roi.
Hamlet prend le crâne. Il a connu cet homme quand il était enfant et il l'aimait beaucoup. Hamlet parle d'Alexandre le Grand qui, selon Horatio, doit ressembler à ce crâne. Hamlet fait une chaîne entre la mort d'Alexandre le Grand et de Jules César et de la glaise qui empêche de fermer un baril de bière ou qui sert à calfeutrer un mur. Entre des prêtres, le corps d'Ophélia, Laërte, le roi, la reine et leur suite. Hamlet se cache avec Horatio. Le corps d'Ophélia est enterré en terre sainte grâce à un ordre souverain, mais elle n'a pas eu tous les rites car sa mort est suspecte. Hamlet apprend ainsi la mort d'Ophélia. Laërte va dans la fosse serrer dans ses bras une dernière fois sa sœur. Hamlet s'approche et va lui aussi dans la fosse. Laërte et Hamlet veulent en découdre ensemble. Ils sont séparés. Hamlet dit qu'il aimait Ophélia et que l'amour de son frère se situe en dessous du sien. Il demande à Laërte ce qu'il serait prêt à faire pour Ophélia. Hamlet se dit prêt à faire beaucoup plus que lui. Hamlet sort, le roi dit à Horatio de le suivre. Le roi dit à Laërte d'être patient car leur plan sera bientôt mis en œuvre, ce qui apportera le repos au roi. Hamlet explique à Horatio qu'en fouillant le bateau, il a trouvé un ordre du roi afin qu'Hamlet ait la tête tranchée en Angleterre. Hamlet a changé la lettre de sorte que ce soit les porteurs de la lettre qui soient condamnés à mort. Le lendemain de cette ruse, le bateau a subi l'attaque des pirates. Guildenstern et Rosencrantz sont partis en Angleterre et ils ont dû donner la mauvaise lettre au roi d'Angleterre. Hamlet continue de vouloir se venger de son père. Il regrette de s'être laissé emporter auprès de Laërte. Osric entre dans la pièce. Il encense Laërte qui a un don pour se battre avec une dague ou une épée. Hamlet trouve des qualités à Laërte et il ne semble pas éprouver de jalousie envers cet homme. Osric dit à Hamlet que le roi a fait un pari au sujet du nombre de touches. Le roi a parié sur la réussite d'Hamlet 6 chevaux barbes contre 6 épées de France, leurs accessoires, avec 3 ceinturons. Hamlet accepte le duel. Osric s'en va. Un seigneur vient voir Hamlet afin de savoir s'il est prêt pour le pari. Horatio dit qu'Hamlet perdra, mais Hamlet pense qu'il va gagner même si combattre Laërte lui fait mal au cœur. Horatio essaie de lui éviter le combat, mais Hamlet le veut car si son heure est venue, elle n'est pas à venir. Entre le roi, la reine, Laërte, Osric et des membres de la cour. Hamlet demande pardon à Laërte s'il a pu dire ou faire quelque chose contre lui. Il dit que c'est la folie qui l'a fait agir ainsi. Laërte dit qu'il ne pourra pas faire la paix avec Hamlet tant que des arbitres plus âgés ne le conseillent. Cependant, en attendant, il dit que son cœur est satisfait. L'assaut commence. Hamlet touche Laërte. Le roi propose à son beau-fils un verre de vin qu'il refuse pour l'instant. Hamlet retouche une seconde fois Laërte. La reine boit le verre de vin et s'empoisonne sans le vouloir. Laërte blesse Hamlet. Il y a un échange de fleurons et Hamlet blesse Laërte. La reine tombe. Elle a le temps de dire qu'elle a été empoisonnée par le breuvage. Laërte dit qu'Hamlet va aussi mourir ainsi que lui-même. Laërte dit que le roi est le coupable. Hamlet pique le roi et veut le forcer à boire le breuvage empoisonné. Il en meurt. Laërte meurt peu de temps après. Hamlet empêche le suicide d'Horatio qui voulait boire le vin empoisonné. Hamlet dit à Horatio de raconter la vérité. Hamlet meurt. Le jeune Fortinbras arrive vainqueur de Pologne. Fortinbras entre dans la pièce et il aperçoit les 4 corps. Un ambassadeur vient dire que Rosencrantz et Guildenstern sont morts. Horatio demande à ce que les corps soient exposés sur l'estrade et il dit que lui-même racontera la vérité. Hamlet enfonce le fleuron empoisonné dans le corps de son père et il veut lui faire boire la coupe empoisonnée. Simba livre un combat contre Scar. Assassin! Non, pas Dès la première scène de l'acte 1, nous remarquons que quelque chose ne va pas au Danemark. En effet, un fantôme rôde la nuit. Ce mort est l'ancien roi de ce pays. Le fait qu'il erre sur terre n'est pas bon signe. Soit il n'a pas fait de bonnes actions de son vivant, soit sa mort n'a pas été résolue, soit la suite des événements suite à sa mort ne sont pas favorables. L'apparition n'est pas visible par n'importe qui. Dans la première scène, elle est des gardes et d'Horatio.
elle sera ensuite d'Hamlet. Elle n'apparaît pas au coupable. On peut penser que le spectre n'est visible que par des personnes qui sentent intérieurement que la passation de pouvoir a quelque chose d'anormal. Marcellus dira plus tard qu'il y a quelque chose de pourri dans l'Empire du Danemark. Horatio voit en son apparition un mauvais présage pour le Danemark. Dès la première scène, Horatio paraît être le pilier de toute la pièce. Les gardes l'amènent sur le lieu de l'apparition pour qu'il voie le spectre lui aussi. Horatio prend les devants avec le fantôme en cherchant à interagir avec lui. Horatio est aussi capable de donner de bons conseils. Il ne se fonde pas sur des oui-dire, il a besoin de voir pour croire. Suite à la scène du spectre, Shakespeare nous fait suivre une scène qui a lieu à la cour. On pourrait croire cette scène plus paisible que la première, mais il n'en est rien. Dès la première tirade, le roi Claudius semble effrayant. Il veut faire accepter deux choses contradictoires, la tristesse d'avoir perdu le roi Hamlet et en même temps la joie de s'être marié avec la femme du défunt roi. Il parvient rapidement à porter l'intérêt non pas sur lui-même, mais sur le jeune Fortinbras. Le nouveau roi paraît déjà comme un homme calculateur. Tout en admettant qu'ils sont encore dans une période de deuil au début de la scène, il voudrait qu'Hamlet ne porte plus le deuil. Tout en semblant être protecteur envers Hamlet, le roi et la reine ne le sont pas. En connaissant la suite de l'histoire, leurs paroles semblent terribles. En refusant qu'Hamlet retourne à Wittenberg, ils ne prennent pas soin d'Hamlet, mais ne font que de le retenir pour avoir un œil sur ce fils qui pourrait être problématique. Il est à noter que logiquement, le trône aurait dû revenir à Hamlet et non à Claudius. L'honnêteté d'Hamlet est présente car il ne peut pas faire semblant de ne plus être triste de la mort de son père. Hamlet paraît aussi comme un être soumis. Quand ses parents lui disent qu'ils n'aimeraient pas qu'Hamlet retourne à Wittenberg, il accepte sans discuter. Nous nous doutons que le mélange d'honnêteté et de soumission d'Hamlet fait qu'il aura du mal à faire face aux malhonnêtetés de son beau-père. Hamlet ne se sent pas bien dans ce monde, il pense déjà au suicide. Se suicider reviendrait à se défaire de ses souffrances terrestres, mais se suicider revient aussi à ne pas être accepté au ciel. Dans la scène 3, nous avons le portrait de Laërte, qui est en totale opposition avec celui d'Hamlet. Laërte est un homme qui sait prendre des décisions et qui dirige les autres. Il est vif et énergétique, ce qui contraste étonnamment avec les réflexions lugubres d'Hamlet. Tandis que Laërte peut s'en aller en France, Hamlet doit rester au Danemark. Polonius ressemble à son fils, mais il est plus niais, moins organisé. Il presse son fils à partir, mais il le retient en lui donnant des conseils. Il pense qu'Ophélia n'est pas capable de savoir ce que veut vraiment Hamlet, car elle n'a pas encore connu d'homme. La scène du dialogue entre Polonius et son fils ne ressemble en rien à la scène qui se passe lors de la scène suivante entre Hamlet et ses deux pères. Hamlet n'approuve pas les débauches de son beau-père et son père lui demande de se venger de Claudius qu'il a assassiné. Hélas, l'ancien roi Hamlet met un travail bien trop lourd sur les épaules de son fils. Au lieu d'agir, Hamlet feint la folie, ce qui est une mauvaise manière de se venger de la mort de son père. C'est une méthode passive. Il devient par la suite difficile de savoir quand Hamlet joue à être fou et quand il est réellement fou. Le climat dans lequel il vit n'aide pas à sauver son climat mental. Bien entendu, il souffre de la mort de son père, mais aussi, il fréquente le roi qu'il sait être le meurtrier de son père, il souffre du remariage rapide de sa mère, il est espionné par Guildenstern et Rosencrantz, qui autrefois étaient ses amis, mais qui maintenant obéissent au roi et à la reine. Polonius agit pour la reine et pour le roi, et il agit contre Hamlet. C'est lui qui a l'idée de lui tendre un piège en lui faisant rencontrer sa fille, c'est lui qui par 2 fois l'espionne. Ophélia tend un piège à Hamlet en lui parlant alors que son père et le roi sont cachés et entendent ce que le couple est en train de dire. Finalement, Hamlet est entouré d'ennemis. Le seul soutien provient d'Horatio qui possède les mérites cités par Hamlet et énoncés avant le début de la pièce de théâtre. Quand le fossoyeur parle à Hamlet sans le savoir, il dit qu'Hamlet est fou, mais il semble incapable de dire pourquoi il est devenu fou. Ce paysan qui semblait si savant lorsqu'il parlait avec le second paysan paraît croire sans remettre en cause la folie, ne cherchant même pas la cause de celle-ci. Si le roi et la reine s'acharnent tant à savoir la cause de la folie d'Hamlet, cela pourrait être pour savoir si Hamlet a percé leur secret. À qui est ce crâne? Celui-ci? Peste soit de lui. C'était celui d'un enragé farceur. Un jour, il m'a versé un flacon entier de vin du Rhin sur la tête. Ah, vous ne le reconnaissez pas. C'est le crâne d'un certain Yorick. Celui-ci, laisse-le moi voir, je t'en prie.
Hélas, pauvre Yorick, je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une gaieté infinie. Il m'a porté 20 fois sur son dos. Ici pendaient ses lèvres que j'ai baisées 100 fois. Et maintenant elles me font horreur à regarder. Où sont vos plaisanteries maintenant, Yorick, vos éclairs de gaieté? Allez maintenant trouver madame dans sa chambre, et dites-lui qu'elle a beau se mettre un pouce de phare, il faudra qu'elle en vienne à ceci, Yorick. Horatio, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Crois-tu qu'Alexandre ait eu cette mine-là? Oui, sans doute, monseigneur. Et cette odeur-là? Oui, monseigneur, justement la même. Eh bien, qui empêcherait l'imagination de raisonner comme ceci sur Alexandre? Alexandre est mort, Alexandre a été enterré, Alexandre est devenu terre, avec la terre, nous faisons de l'argile, et Alexandre n'étant plus qu'argile, qui empêche que, par l'effet du temps, il n'arrive à fermer le trou d'un baril de bière? L'impérial César, une fois mort et changé en boue, pourrait boucher un trou et arrêter le vent du dehors.